Et donc aujourd'hui, je suis là pour vous parler du harcèlement scolaire. Donc harcèlement scolaire qui est basé entre autres sur les projets de recherche-action de l'Université de Montseno, donc là où j'ai suivi le cursus de soutien à la parentalité. Donc au niveau du harcèlement scolaire, moi, mon intervention elle est principalement dans les écoles. On met des projets en place au niveau du harcèlement scolaire, mais je le rencontre également dans le décrochage puisqu'il y a des corrélations qui sont importantes à ce niveau-là. Donc ce que je vous propose, qu'on a à peu près une demi-heure, c'est de passer le PowerPoint en revue. Après, il y aura 10 minutes de questions. Donc si vous avez des questions, vous les gardez pour la fin ou pour une question plus individuelle si vous avez envie. Par la suite, puisqu'on est là jusqu'à 10, 11 heures, on verra. Ça devient Ça, je le passe. Voilà. On n'a pas encore vu, nous on est juste au début. Donc voilà. Donc l'idée c'est quoi? C'est de définir le harcèlement et de voir comment on pourra l'identifier, notamment soit en tant que parent ou en tant que médecin, puisque les symptômes peuvent être identifiés de cette manière-là, et de voir comment on peut y réagir de manière succincte, puisqu'en une demi-heure, il faut aller à l'essentiel. Je passe ma présentation. Donc, je vais commencer par une introduction qui me semble importante et je vais l'illustrer par un feuilleton que je pense qu'on connaît tous, parce qu'on est à peu près de générations qui l'ont connu, qui est La petite maison dans la prairie. Je pense que tout le monde l'a vu, avec le beau générique, avec la famille qui court dans l'herbe, et on voit une famille unie et une famille qui vit dans un village où chacun a un rôle et où chaque rôle dans le village est important pour la survie du village. Et où, dès qu'il y a un problème, tout le monde se met ensemble et on y travaille. Donc c'est un peu, je vais dire, l'image de la famille idéale des générations précédentes et qui est une famille qui est vraiment portée vers l'intérêt collectif. Pourquoi? Parce que à cette époque-là, il était nécessaire que tout le monde soit dans l'intérêt du village, tout le monde dans l'intérêt de la famille, pour une question de survie. Aujourd'hui, on n'est plus dans la même génération et donc on a quelque part au niveau de la postmodernité un intérêt qui devient beaucoup plus individualiste, même si je suis convaincue qu'il y a encore beaucoup d'intérêts collectifs qui existent dans nos sociétés, néanmoins on va plus vers quelque chose d'individuel. Ce qu'on voit aussi dans La petite maison dans la prairie, c'est la structure éducationnelle très verticale, basée uniquement sur l'autorité, ou très fort sur l'autorité, même si dans La petite maison dans la prairie c'est assez bienveillant, on va dire. Mais si on prend l'image, par exemple, de l'institutrice de La petite maison dans la prairie, elle est très, très imposante, il y a des uniformes, il y a tout un contexte qui fait que on est vraiment dans l'imposition de l'autorité. Aujourd'hui, dans nos sociétés qui sont un peu pédocentrées, la structure verticale a pris un coup dans l'aile d'une certaine manière, et on va plus vers une structure horizontale où on discute avec les enfants, où on les prend en compte, et c'est très positif aussi. Mais je pense que les parents, comme les profs qu'on rencontre, se posent aussi beaucoup la question de c'est quoi l'autorité pour moi? Qu'est-ce que je peux encore imposer? Qu'est-ce que je peux pas? Qu'est-ce que j'ai envie? Et donc se retrouve avec toute une série de questions qui ne se posaient pas il y a 40 ans. En tout cas, beaucoup moins qu'aujourd'hui. L'autre contexte, et on le voit tous les jours à la télé, simplement, c'est la société de la performance. Je ne sais pas si vous allez parfois sur MTV, il y a des émissions type Ridiculous, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, où on met en scène, par exemple, des personnes qui sont en situation de honte, donc qui chutent, qui font des choses un peu dangereuses en général, et l'objectif est qu'on a vu la séquence, tout le monde rigole. Donc on est vraiment dans la culture de la honte. Et on pourrait le voir, peut-être quelque chose que vous connaissez plus, qui est Dr House, où là aussi on est un peu dans une société de l'humiliation, quelque part avec un expert tout puissant qui peut tout se permettre du fait qu'il a la connaissance. Et donc cette société de la performance qu'on voit beaucoup dans les émissions de télé, quelque part elle a un impact sur nos jeunes aussi, si on regarde la Nouvelle Star, The Voice, tout ce qui passe aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est important dans nos sociétés d'aujourd'hui. Et ça explique entre autres, pas que, mais en tout cas en partie la différenciation au niveau du harcèlement qu'il y a aujourd'hui chez nous. Donc ce que je vais faire, je vais vous montrer un petit film sur le harcèlement qui a été fait par l'Éducation nationale en France. Et l'objectif c'est que vous puissiez vous le regarder et essayer de réfléchir à qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ces trois personnages, ces trois types de personnages qui se croisent. Et de voir un peu comment vous vous sentez quand vous voyez ça. Donc en termes de sentiments, en termes de pensée, essayez vraiment de rentrer en vous et de voir ce qui se passe pour vous. Ça va Maxime? Ça va? Qu'est-ce que tu fais là? C'est quel jour on est aujourd'hui? On est quel jour aujourd'hui? Prends ton sac. On est lundi, et lundi c'est le jour des claques. T'es au courant de ça? T'inquiète pas, reste là, oh.
Si je te le rends pas, tu vas faire quoi? Hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Vas-y, arrêtez là. Quoi, arrêter? Arrêter quoi? Reste tranquille là. Regarde, il est juste là. Viens le récupérer. Tranquille. Qu'est-ce que tu regardes? Toi, avance! Ouais, attends, reste tranquille, reste tranquille. Moi, tu parles là. Regarde. Arrête à quoi dans tes poches là? Vas-y, Tiens, vas-y, prends ton sac. Allez, bouge de là. C'est bon. Vas-y, dégage. Vas-y, c'est bon, on y va. Bonjour. Bonjour. Je n'ai pas accompli cet acte, donc, s'il vous plaît, je suis innocent. Chut, s'il vous plaît. Un deuxième exemple. Je me souviens de cette aventure comme si c'était hier. Mais cet événement... Non mais ça va pas, Maxime! C'est pas moi! Tu prends tes affaires et tu viens en premier rang. Dépêche-toi. S'il vous plaît. N'en rajoutez pas, s'il vous plaît. On se calme. Elle était un poulet, Alors, je reprends. Nous allons partir d'un autre exemple. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Madame? Ça va, c'est pas comme si on l'avait boxé non plus. Un enfant sur 10 est victime de harcèlement à l'école. Ces actes peuvent avoir de sérieuses conséquences. Perte de confiance, troubles psychologiques, dépression et même conduite suicidaire. Avant qu'il n'en garde des traces à vie, agissons. Et donc vous verrez que tout ce qu'on a vu dans le film ici sera quelque part explicité au courant de la conférence parce que chaque élément, vous allez le retrouver dans l'explication. Donc une première chose qui me paraissait importante, c'est de faire la différence entre du harcèlement scolaire et de la violence. Donc le harcèlement scolaire, comme son nom l'indique, il a lieu dans un contexte scolaire. Maintenant, on va mettre un bémol au côté contexte scolaire, dans le sens où on peut avoir des phénomènes de harcèlement qui sont liés à l'école, donc des enfants qui vont dans la même école par exemple, mais où le harcèlement s'exprime ou sur Internet ou à la sortie de l'école. Et donc là, vont se poser la question par rapport aux écoles de dire oui, mais ça se passe pas chez moi, c'est sur le parking de l'école. C'est pas chez moi ou c'est dans le parc en face. Ou ce qui se passe sur Internet, c'est pas lié à l'école. Néanmoins, les protagonistes, ils sont en général amis ou en tout cas connus à l'école. Et donc il y a toute la question du contexte scolaire qui est à remettre en question, parce que c'est pas seulement dans la cour de récré, ça peut aussi être à l'extérieur de l'école et l'école peut néanmoins être concernée par le phénomène. La violence, elle est dans tous les contextes, quels qu'ils soient, elle n'est pas limitée au contexte scolaire. Dans les deux cas, on a des phénomènes de violence physique, verbale et psychologique. Donc ça peut être exactement les mêmes types de violences, mais néanmoins il y a une intentionnalité qui est différente. Donc l'intentionnalité, ça veut dire qu'il y a une intention quelque part, en tout cas de poser un acte qui aura des conséquences pour l'autre. Dans la violence, et je vais prendre un exemple, parce que Vincent va parler de la cigarette électronique, imaginons que vous êtes dans un coin de Bruxelles où il fait un peu noir, vous avez un peu peur, c'est pour que quelqu'un qui n'est pas un look très sympa vienne vous approcher pour vous demander une cigarette, et sur le moment, vous avez l'angoisse de dire il va m'agresser, vous lui en collez une, vous n'avez pas l'intention de lui faire du mal. Simplement, vous avez juste peur et à un moment, vous avez une réaction qui est disproportionnée par rapport à la situation que vous avez évaluée comme dangereuse, alors que peut-être elle ne l'est pas. Donc dans la violence, il n'y a pas forcément d'intentionnalité de faire mal, il peut y en avoir une, mais ce n'est pas toujours le cas. Dans le harcèlement, on va avoir un côté répétitif, il y a quelque chose qui s'installe et qui n'est pas de l'ordre d'une dispute dans la cour de récréation où une fois il y en a un qui a tapé l'autre, c'est quelque chose qui est répétitif et qui s'installe dans une relation de dominance. Donc il y en a un ou un groupe qui domine un ou un groupe. Donc il y a une relation un déséquilibre qui s'exprime, ce qui n'est pas toujours le cas dans la violence. Je reprends l'exemple de la cigarette, il n'y a pas forcément de déséquilibre en termes de domination, c'est juste un moment, une situation qui se présente, qui fait qu'il y a un acte de violence, mais qui n'est pas toujours de l'ordre de la domination, mais dans ce cas-ci plutôt de l'ordre de la protection, si je reprends mon exemple.
Donc c'est important de faire la différence parce qu'on a beaucoup de parents, notamment en conférence quand je discute avec eux, qui me disent « Oui, mais mon fils il s'est fait taper par Arthur dans la cour de récréation, c'est du harcèlement ». Non, si son fils se fait taper une fois dans la cour, ça ne veut pas dire que ce n'est pas important, mais ce n'est pas du harcèlement. Le harcèlement, ça suppose une répétition. Et c'est vraiment essentiel de le voir comme ça, et ça suppose un rapport de domination également entre les enfants. J'ai pris quelques exemples de harcèlement, et je ne sais pas si vous l'avez vu hier, il y a une émission sur la RTBF justement sur le cyberharcèlement. Donc il y a quelques éléments qui reviennent. Donc ce que vous avez vu, c'est ce qu'on appelle dans la littérature le bullying, qui est des attaques répétées, je veux dire qui sont systématiques, mais qui ne sont qu'un aspect quelque part du harcèlement. D'autres aspects, c'est ce qu'on va appeler, ce que nous on a connu beaucoup petit, c'est plus le côté tête de turc, comme on l'appelle, qui est devenu mobbing aujourd'hui, qui est quelqu'un qui a... Non, c'est le passage à l'anglais qui m'a montré. Oui, qui est devenu, oui. On va faire comme en France bientôt, tu vois. Et donc tête de turc, c'est un peu celui qui a des lunettes, celui qui est louche, celui qui est trop gros, celui qui est trop petit, un peu tout ce qui existe depuis la nuit des temps, quelque part. Le troisième, qui est la question des rumeurs et qui prend tout son sens également avec le cyberharcèlement. Une quatrième sorte qui peut être le racket, qui est là vraiment une question d'agression et de je veux obtenir quelque chose de toi et pour ça j'utilise la violence. Et on se rend compte que le racket, forcément est répétitif. C'est pas juste une fois je te pique ton portefeuille ou mon portable, c'est vraiment de manière répétitive. Le dernier point, et il manque toujours un T, j'ai corrigé 2 fois, c'est le sexting ou la sextorsion, et là c'est vraiment lié au cyberharcèlement. Donc les jeunes aujourd'hui se mettent en scène sur internet en envoyant des photos à caractère sexuel. Donc il y a des moments où on peut le faire et où quelque part ça a un peu d'impact parce que la photo n'est pas diffusée. Néanmoins, quand on passe au niveau supérieur et où la photo est diffusée, on a souvent beaucoup de difficultés à contrôler le phénomène sur Internet. La sextorsion qui est aussi existante, qui est l'idée qu'à nouveau on a une photo de nu où on peut identifier une personne et on va l'extorquer soit de l'argent, soit d'autres choses via cette photo en disant si tu me donnes pas ça, je vais la publier. Et là, tu te débrouilles. Donc c'est qu'une idée, quelques courants, je vais dire, qui existent, il y en a plein d'autres, on pourra en parler pendant des années presque. Donc il y a aussi d'autres choses qui existent, mais c'est en tout cas ceux qui sont répertoriés le plus souvent. Ce que moi je considère, et c'est mon avis, c'est que le cyberharcèlement en général, il agit comme caisse de résonance, parce qu'on voit dans les études que les victimes et les harceleurs de la vie quotidienne se retrouvent dans une grosse majorité des cas dans la vie sur Internet. Donc il y a quelque part une similarité. Si vous êtes victime ou harceleur dans la vie réelle, il y a de fortes probabilités que vous le soyez également sur Internet. Ça agit aussi comme caisse de résonance. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus d'espace de sécurité comme avant. Donc avant, on rentrait de l'école, on était chez soi, au calme, on pouvait avoir ses activités. Il n'y avait pas cette pollution de l'école à la maison. Aujourd'hui, avec le smartphone, la tablette, le PC, une fois que vous êtes victime de rumeurs, vous rentrez chez vous, la rumeur ne s'arrête pas. Elle continue à vous poursuivre et donc quelque part, vous pouvez être dans une situation d'harcèlement qui est de 24 heures sur 24 sans avoir de pause. Et donc ça amplifie encore le phénomène. Qu'est-ce qui est différent par contre au niveau du cyberharcèlement, si je reprends la définition, c'est le concept de répétition. Donc on va moins parler de répétition au niveau du cyberharcèlement, on va plus parler de dissémination. Donc c'est-à-dire que si votre photo, vous la publiez, qu'à un moment, Internet c'est viral, je pense que tout le monde le sait maintenant, et que vous avez votre photo qui est diffusée dans tous vos cercles d'amis, voire qui se retrouvent pour des raisons XY, comme on a connu certains cas, au vu et au su de près de tout le monde, puisqu'il y a eu des vidéos notamment qui ont été vues à plus de 10 millions de reprises, par exemple, sur des gens qui ne vous connaissent même pas. Donc on voit très bien le côté dissémination qui est complètement exponentiel et qu'on ne peut pas contrôler. La deuxième chose qui aggrave aussi la difficulté, c'est l'anonymat. Donc quand vous êtes harcelé, vous savez qui vous harcèle. Quelque part, vous savez. Quand vous êtes sur Internet, sachant que n'importe qui peut prendre n'importe quel pseudo, il arrive souvent que vous ne sachiez pas. Alors que les études prouvent qu'encore une fois, dans plus de la majorité des cas, c'est quelqu'un que vous connaissez, mais vous ne savez pas qui c'est. Et donc ça ajoute à l'angoisse quelque part du harcèlement, c'est qu'en plus, non seulement on est harcelé, mais on se sent encore plus impuissant puisqu'on ne sait pas à qui on peut entre guillemets, attribuer les faits. Et donc dans ce cadre-là, forcément, ça mine quelque part les espaces de bien-être des jeunes de manière générale.
Donc, vous l'avez sûrement vu dans le film, donc il y a 4 acteurs, les victimes, les harceleurs, et on a le troisième qui sont les non-impliqués. Donc on voit ce jeune homme qui erre un peu et qui se dit je ne suis pas à l'aise avec ça mais je ne réagis pas, ou je ne sais pas très bien comment. Donc c'est ce qu'on va appeler quelqu'un qui est non-impliqué. Par contre, on a aussi des gens qui passent du statut d'agresseur au statut de victime, et qui pourraient jouer les 2 rôles selon les situations de harcèlement dans lesquelles ils sont impliqués. Et donc on voit au niveau des chiffres, c'est une étude de Benoît Galland de l'UCL, on a à peu près 14% de harceleurs pour 16% de victimes, 65% de non-impliqués et 5% qui sont à la fois harceleurs et victimes. Donc, excusez-moi, il n'y a jamais de sauveur, c'est que dans les films ça. Non, c'est ce qu'on va appeler les non-impliqués et c'est justement sur eux qu'on va jouer quand on fait les politiques de prévention. Heureusement. Il y en a un qui se reconnaît. Donc c'est justement sur eux parce qu'ils ont tout leur rôle à jouer. Et on le voit dans le film, le jeune homme il a envie de réagir, mais pour des raisons qui sont les siennes, il n'ose pas ou il ne sait pas. Et donc c'est sûrement un public qui n'est pas à négliger parce que c'est lui aussi qui va pouvoir porter le changement. Mais donc si on regarde les chiffres, on est à un taux relativement important de 35% de gens, d'élèves qui sont impliqués. Donc si on prend le 1 sur 10, c'est un peu plus élevé, sachant que cette étude est faite de la 6e primaire à la 3e humanité. Vous voyez ici, 6e primaire à 3e humanité en Belgique, et elle date d'il y a 1 an ou 2 à peu près. Donc ça donne un peu une idée de l'ampleur du phénomène. Alors pourquoi on en parle chez Thérapsy? Justement parce que le harcèlement c'est multidimensionnel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas seulement traiter le harceleur ou seulement aider le harcelé, on ne peut pas seulement avoir un projet qui est à l'école, il faut un projet qui vraiment implique tout le monde. Les profs, la direction, les élèves, les parents, parce que chacun a son rôle à jouer dans le phénomène. Et donc c'est extrêmement important qu'on puisse travailler vraiment à tous les acteurs main dans la main, les PMS aussi, enfin, tous les acteurs de l'école je vais dire, et aussi les acteurs de la santé pour pouvoir identifier le phénomène. On va passer à l'aspect symptômes. Donc, la difficulté des symptômes de harcèlement, surtout à l'adolescence, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont simplement des symptômes d'adolescence. Donc, on dit souvent le premier symptôme, c'est qu'il y a une rupture avec le comportement habituel. Ceux qui ont des ados dans la salle savent que du jour au lendemain, parfois, ils ont des attitudes qui sont un peu étranges. Et c'est pas forcément qu'il y a un problème de harcèlement ou qu'il y a un problème tout court. C'est aussi lié à leur recherche identitaire, à tout un tas de choses qui vivent à ce moment-là et qui ne sont pas forcément liées au harcèlement. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on voit que les parents dont les enfants, qui ont un enfant qui a été harcelé, dans aussi plus de la majorité des cas, ne l'ont pas vu. Et donc ce qui complique aussi leur suivi, parce que souvent quand ça explose, ça a pris des dimensions très très importantes, merci. Et ils vivent des sentiments de culpabilité qui sont énormes, en disant mais c'est pas possible qu'il ait vécu tout ça et moi j'ai rien vu quoi. J'ai rien vu et pourquoi il m'a rien dit? C'est un peu les 2 préoccupations qu'on entend beaucoup chez les parents, j'ai rien vu et il m'a rien dit. Est-ce que je suis à tel point un mauvais parent qu'il n'a pas confiance en moi pour me confier ce genre de projet? Donc dans les symptômes, on va voir des comportements d'absentéisme. Donc souvent on a des jeunes qui, même si c'est pas forcément très important, mais qui vont brosser des demi-jours, qui ne vont plus aller à l'école alors qu'ils ne l'ont jamais fait. Et ce ne sera pas forcément non plus la phobie scolaire où on ne va pas à l'école pendant 3 mois. Peut-être ça juste un jour, ils ne sont pas bien, ils se disent ce jour-là je ne vais pas gérer, et hop, ils ne vont pas à l'école. Mais néanmoins, souvent il y a une augmentation de l'absentéisme, pas chez tous. Voire jusqu'à la phobie scolaire dans certains cas extrêmes. Ce qu'on voit aussi, c'est que souvent il y a une diminution du rendement scolaire. Pas toujours, mais ça arrive. Et il faut faire attention à la diminution du rendement scolaire, parce que c'est un peu des parents que j'ai eu il n'y a pas longtemps, qui disent attendez, elle en 2e secondaire, elle faisait 90%, elle me fait 80, je ne vais pas m'inquiéter. Oui, je ne vais pas m'inquiéter, néanmoins dans son cas, elle, autant en souffrance quelque part que la victime. Donc c'est un peu tout le monde qu'il faut prendre par la main. Ce qu'on voit néanmoins comme différence en termes de symptômes, c'est que les victimes ont plutôt des troubles, ce qu'on appelle intériorisés. Donc tout ce qui est anxiété, dépression, des plaintes somatiques comme on l'a vu. Alors que les harceleurs ont plus souvent, encore une fois, c'est pas systématique, des troubles extériorisés, donc des troubles de conduite, de la délinquance, des addictions, qui vont plus externaliser. Souvent on va avoir des problèmes avec l'école, d'adaptation scolaire, de comportement, donc de manière
encore une fois pas systématique. Le groupe qui a le plus de difficultés, c'est celui qui vit les deux rôles. Donc on voit que toutes les études montrent que les agresseurs victimes ont beaucoup plus de difficultés psychologiques que les autres. C'est-à-dire qu'en termes d'estime de soi, ils ont des taux beaucoup plus bas. En termes de dépression, ils sont beaucoup plus souvent dépressifs. Ils ont des problèmes d'hyperactivité. Parfois, ils développent des troubles mentaux. Et c'est vraiment le groupe le plus à risque, je vais dire, au niveau du harcèlement et qui est aussi le plus difficile à détecter. Parce que dire qu'on joue les deux rôles, c'est déjà pas facile de dire qu'on en joue un, mais dire qu'on en joue deux, c'est encore d'une autre dimension. D'autant plus que quand les jeux se jouent dans les mêmes groupes, on passe d'agresseur à victime, et si on va se plaindre qu'on est victime, quelque part, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui va se plaindre qu'il est lui aussi victime de la même personne, et donc là, on rentre dans des problématiques compliquées. J'ajoute les non-impliqués, parce que, comme on l'a vu, le jeune homme, il n'a pas l'air très à l'aise quand même dans le film, et donc ils vivent aussi des sentiments difficiles, même s'ils ne sont pas impliqués directement dans le phénomène. Et donc on travaille avec les groupes d'ados, on entend beaucoup, je sais pas quoi faire, j'ose pas, j'ai peur de me faire frapper, j'ai peur que ça m'arrive à moi. Et donc ils vivent quand même aussi des difficultés qui sont peut-être moins importantes, mais qui sont quand même existantes. Qu'est-ce qu'on conseille souvent aux parents, notamment quand ils viennent aux conférences? C'est d'être attentif aux symptômes, mais pas non plus d'en faire, je veux dire, un cheval de bataille et de paniquer chaque fois qu'il y a 5% de moyenne en moins, mais bien d'analyser, de voir la combinaison de tous les symptômes. C'est ça qui est important. Et quelque part, je pense que tous les parents, j'en ai pas rencontré d'autres, disent j'ai bien senti qu'il y avait un truc, mais je voyais bien qu'il y avait quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Et donc souvent, on demande vraiment d'analyser les choses et de travailler en confiance avec votre médecin, le psychologue s'il est suivi, la logopède, enfin quelqu'un du milieu de la santé qui connaît un peu le phénomène et qui connaît l'enfant. Et il ne faut pas hésiter parfois à donner un coup de fil à son médecin traitant en disant voilà, moi je pense qu'il arrive ça à mon fils, est-ce que je peux venir en consultation chez toi? Et si tu veux, tu parles tout seul avec lui, il n'y a pas de souci, parce que pour l'enfant, c'est difficile de confier ça quand ses parents sont là parfois. C'est plus facile quand on est tout seul de l'exprimer si le lien de confiance est présent. Donc il ne faut pas hésiter non plus en tant que médecin parfois à dire est-ce que je pourrais parler à l'ado ou à l'enfant seul? Parce que souvent, moi c'est quand je les vois seuls qu'ils me disent vous saviez, il m'arrive tout ça et ils vident tout leur sac une fois que la confiance est installée. Alors que quand le parent est là, on a peur de lui faire mal. Si c'est une rumeur, on a peur de qu'est-ce qu'il va penser de moi. Dans les jeunes filles, notamment sur les rumeurs sexuelles, oui mais si on a dit à mon père que tout le monde dit que je suis une salope et que je coupe avec tout le monde, ça va être chaud à la maison. Et donc il y a tout ça qui se met en place et qui fait que parler quand le parent est là, on n'a pas envie, quoi. Et quelque part on les comprend. Je suis pas sûre qu'on aura envie qu'un parent sache ce genre de choses non plus. Donc c'est vraiment important de travailler en confiance avec le médecin ou avec le PMS, enfin avec des personnes qui sont des acteurs de la santé et qui maîtrisent le phénomène. Et d'amener quelque part l'enfant à se confier en se basant sur des symptômes. Donc on a vu qu'il y a de l'absentéisme, on a une baisse de rendement. On peut partir, je veux dire, de quelque part ces symptômes-là pour dire, voilà, tes parents ils disent que ton rendement scolaire est moins bon, qu'est-ce que tu en penses? Je trouve que c'est plus difficile. Comment ça se passe pour toi? Vraiment d'établir le dialogue sur cette base-là. Il est important aussi, bien que la confidentialité soit essentielle, je pense dans ces phénomènes-là, de aussi pouvoir expliquer à l'enfant, je comprends bien que tu n'aies pas envie d'en parler à tes parents, mais néanmoins, moi, c'est ma responsabilité à moi, quand tu es en danger, de pouvoir leur expliquer qu'on cherche des solutions à ton problème. La plupart des enfants harcelés disent qu'il n'y a pas de solution. De toute façon, la seule solution, c'est de me changer d'école. Non, c'est pas vrai, il y a des solutions qui existent, mais il faut pour ça, je veux dire, travailler avec tous les acteurs de l'école. Ou éventuellement avec un externe, ça c'est à voir au cas par cas. Mais il y a des solutions qui existent. Bien conforter l'enfant qu'il y a des solutions qui existent, c'est pas parce qu'il est harcelé aujourd'hui qu'il va être harcelé toute sa vie, même si c'est un risque, mais qu'on peut mettre fin à la situation, qu'il y a des moyens d'action. C'est possible. Et vraiment pouvoir prendre responsabilité pour le communiquer aux parents et que le parent puisse le communiquer à l'école. C'est aussi la responsabilité de l'école de prendre en charge ce type de phénomène. Dans les cas d'harcèlement, on va pouvoir en parler à un professeur responsable. Sur les petits, c'est facile puisqu'on en a un par année en général. Sur les plus grands, c'est parfois un peu plus compliqué, mais normalement, il y a au moins un titulaire.
s'il y a des difficultés, passer par le PMS, passer par la direction de l'école, essayer de trouver un relais en tout cas qui va entendre le problème et qui va pouvoir en tant que parent, en tant qu'enfant ou ado, et qui va vous aider dans les méandres, je vais dire, du problème. Alors il faut savoir que le décret mission dit que les écoles sont responsables de la violence en leur sein. Donc c'est quelque part, l'école a une responsabilité. Imaginons qu'un cas de harcèlement soit détecté et qu'il y ait par exemple un jeune qui se suicide, l'école pourrait être civilement responsable de ce fait s'il est prouvé qu'elle n'a pris aucune mesure et qu'elle était en connaissance du phénomène. Donc ça veut dire que c'est très important aussi de pouvoir dire aux écoles, ben vous êtes aussi partiellement responsable de ça, et donc on va vous demander d'intervenir. Et donc souvent, quand l'université de Mons intervenait et quand moi j'interviens dans les écoles, c'est aussi une question qu'ils posent. Si on met un plan de lutte contre le harcèlement, est-ce qu'on est protégé en cas de problème par rapport au harcèlement? Et je leur réponds toujours oui, pour autant que vous le mettiez vraiment en place, qu'il y ait vraiment une participation de tous les acteurs de l'école et que s'il y a un phénomène qui est détecté, ben, vous puissiez intervenir. Il ne suffit pas de dire j'ai fait 2 jours de formation et puis moi je suis protégée, c'est plus mon problème. Et donc on l'a vu hier notamment sur la RTBF où le directeur intervenait sur le cyberharcèlement, où la première question du journaliste dit « Pourquoi avez-vous accepté de témoigner parce que toutes les écoles font un peu silence ?» Comme si quelque part il y avait des écoles épargnées et des écoles où c'est un peu la guerre et tout le monde se harcèle, c'est pas le cas. Il n'y a pas d'impact du niveau social au niveau du harcèlement, c'est important de le savoir. On n'a pas plus de difficultés quand on est au CFA de Saint-Gilles que quand on est à UPLE 1 ou ailleurs. C'est pas le niveau social qui impacte le harcèlement, c'est autre chose. Donc voilà, donc il y a la loi, il y a des lois qui existent pour déposer plainte au civil et plainte au pénal. Néanmoins, la justice étant ce qu'elle est, il y a peu de chances que vous ayez une décision de justice qui est rapide. Et donc certes, ça existe, mais c'est pas la voie de solution d'une certaine manière qui est efficace à court terme. Donc ce qu'on conseille vraiment, c'est de travailler avec les écoles, travailler avec les enseignants. Là, ça peut fournir une solution. Le pénal, éventuellement, en est une, mais vraiment en dernière finalité, j'ai envie de dire. Et d'autant plus sur Internet où, si vous avez le jugement 3 ans après, je peux vous dire que votre photo sur Internet, elle a mis 3 ans à se diffuser avant qu'on ait une action. Et comme disait le monsieur hier, une fois qu'on a le jugement, il ne s'est encore rien passé parce qu'on n'a toujours pas supprimé d'Internet. Donc, quelque part, ce n'est pas forcément la solution qui fonctionne. Donc, le projet de l'UMONS s'organise en 2 axes. Un qui est la régulation des espaces de récréation et le deuxième qui est la régulation des espaces de parole. Donc un aspect territorial et un aspect qui a pour but de développer l'empathie collective. Donc, je vous montre un plan de territorialité peut-être pas très clair. Donc l'idée c'est quoi, pour faire très résumé, c'est de définir des zones où il y a des zones de jeu calme, il y a des zones de jeu de ballon, il y a des zones notamment avec les terrains de foot, et l'idée c'est que chacun puisse se répartir. Pourquoi? Parce que vous pouvez tous imaginer que le petit gamin qui est toujours un petit peu dans la lune, qui traverse le terrain de foot au milieu, il y a forte chance qu'il se prenne une balle à un moment ou à un autre. Il y a de fortes chances qu'il énerve tout le monde parce que tous les jours il passe au milieu du terrain de foot et il ne se rend même pas compte lui qui passe au milieu. Et donc l'idée c'est de réguler et déjà d'avoir moins de conflits quelque part. Ça régule une partie des conflits et ça permet à chacun aussi de se sentir à l'aise dans son espace. Néanmoins, ça suppose que la récréation soit régulée. Donc, si quand l'enfant vient se plaindre qu'il y a un problème et qu'on dit « Oh, c'est bon », ça ne marche pas, ça doit être régulé. Il ne suffit pas de le mettre en place, encore une fois, de faire les belles lignes dans la cour. Non, il faut qu'il y ait quelqu'un qui maintienne le système, parce que dès que vous allez lâcher prise, je peux vous dire, il ne faut pas 3 jours, c'est devenu... Il n'y a pas d'intervention dans ce qu'on appelle le cortex préfrontal, qui lui permet la délibération vraiment consciente, qui est un circuit plus long, mais qui permet, c'est ce que vous vivez tous au moment où vous faites quelque chose, vous dites je ne veux pas faire ça, c'est pas sympa, ou c'est pas honnête, ou c'est pas poli, enfin qu'importe, c'est vraiment ce qui se passe dans votre cerveau à ce moment-là. Et les espaces de parole régulés, ils permettent justement d'agir à ce niveau-là, c'est-à-dire de rappeler les valeurs, d'écouter les sentiments des enfants qui vivent, mais qui nécessitent une formation, parce que ça suppose que le prof, et c'est pas son job au départ, dans ces cas-là, il doit être neutre. C'est-à-dire qu'il n'est pas en train de dire toi ce que tu fais c'est pas bien et toi ce que tu as vécu c'est moche. Non, il est en train d'écouter tous les enfants qui discutent, qui ne s'accusent pas les uns les autres, parce que c'est nécessaire dans ces espaces de pouvoir parler en toute sécurité. Si vous savez que vous allez vous faire taper quand vous sortez, vous n'allez pas parler.
Et donc il est important qu'il y ait des balises de médiation qui soient mises en place et qui permettent à l'enfant vraiment de s'exprimer. À quoi ça sert aussi, au-delà de partager ses émotions, ben on sait tous, je pense, qu'une fois qu'on est entendu, ça fait déjà tellement de bien de pouvoir se dire j'ai passé une récréation pourrie parce que personne n'a eu envie de jouer avec moi, pour reprendre un exemple du primaire, mais ne fût-ce que pouvoir le dire, ça fait quoi? Ben, ça fait que le harceleur entend, ça me fait quoi moi quand je suis écartée de ce groupe? Qu'est-ce que lui il vit? Donc déjà, c'est plus difficile de continuer à avoir ce type de comportement quand on sait que ça a vachement des grosses conséquences pour celui qui le vit. La deuxième chose, et là je reviens au film avec le jeune homme qui est un peu dans une situation délicate, c'est que ces non-impliqués, à ce moment-là, ils vont aussi entendre quel est le problème, et très souvent, ils vont être la source de solution. C'est-à-dire qu'on va susciter la solution du groupe qui va dire bah, « Attends, si tu es tout seul, tu viens m'appeler, on va jouer avec toi ». Et donc on va travailler la recherche de solutions dans le groupe, et pas seulement de manière individuelle les uns avec les autres. Donc ça permet quoi? À la fois que le harceleur soit bien conscient de ce qui se passe quand il fait ce type d'action, et que le harcelé puisse être écouté, et en même temps que tous ceux qui sont autour, qui peut-être n'osent pas, qui peut-être ne savent pas comment agir, de pouvoir trouver des solutions ensemble. Et il faut savoir que les enfants trouvent des solutions que souvent les adultes ne trouvent pas. Et plus ils sont petits, plus leur créativité est énorme, et plus ils trouvent des choses extraordinaires. C'est toujours impressionnant à voir. Et donc le fait, ne fût-ce que de le parler, est important. J'ai eu une expérience en école secondaire avec une jeune fille qui avait été internée en psychiatrie pendant quelques mois, qui était extrêmement harcelée dans son école, dans sa classe. Et en fait, on s'est rendu compte que le problème venait d'où? Il venait du fait que, étant été internée, ses professeurs étaient plus cool avec elle, parce que touchée par son histoire, et les autres ils disaient « Ouais, mais attends, au cours de néerlandais, elle peut tricher, alors que nous, dès qu'on triche, on craque dedans, c'est pas juste. » C'est comme ça que s'est installé le phénomène de harcèlement. Rien que le fait d'avoir pu poser les choses, ils se sont tous regardés au bout d'un moment en disant « Ah, c'est ça le problème !» C'était vraiment impressionnant à voir de dire, de se rendre compte de c'est quoi le problème que je vis au quotidien. Et à partir de là, tout ne se résout pas, mais à partir de là, on peut travailler avec les professeurs aussi sur leur positionnement et d'expliquer qu'il y a une justice, c'est pas parce qu'on a des problèmes que forcément il y a des choses qu'on autorise ou pas. Je veux dire, tricher, quelque part, c'est une règle qui n'est pas négociable au niveau de l'école, qu'on soit malade ou pas malade. Et donc voilà, c'est dire que ça peut se passer très rapidement aussi et qu'on voit des impacts justement à très court terme. Je vous ai mis une dernière image qui provient de la CNV, qui, je ne sais pas s'il y en a certains qui connaissent, qui parle du chacal et de la girafe. Donc le chacal étant celui qui, quelque part, pourrait être un harceleur, mais pas forcément, et donc qui crie de plus en plus fort, qui crie et qui crie et qui crie, et tant qu'il n'est pas entendu, il continue à crier. Et je pense que c'est ça la base du groupe de parole régulé, c'est d'être entendu, d'être écouté et de pouvoir chercher une solution à son problème. Et c'est vraiment l'essentiel, je vais dire, dans le cadre du harcèlement, c'est de pouvoir se dire il y a des solutions. Ça permet quoi aussi? Ça permet de limiter, entre autres, tout ce qui est conflit, tout ce qui est possibilité de suicide aussi, puisque c'est important, et donc de libérer quelque part des espaces de liberté et de sécurité pour les enfants et pour les adultes. 30. Voilà.